Bernard Pignerol, on ne vous connaît pas très bien, vous êtes un personnage un peu mystérieux, ou en tout cas discret. On vous aperçoit de temps en temps dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous êtes un haut fonctionnaire, vous appartenez à un corps de l'État, on ne donnera pas son nom pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Je vous remercie. Et puis, vous êtes donc conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire quoi, conseiller spécial? Alors, j'ai conseiller spécial, Jean-Luc dit toujours, c'est quelqu'un qui me donne des conseils spéciaux. En fait, j'ai été officiellement son conseiller spécial lorsqu'il était ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et depuis, l'appellation est restée. Elle tient à ma relation très ancienne avec lui, puisque je le connais depuis 1987. Et voilà, le temps que l'amitié se construise, disons qu'on est amis depuis le début des années 90. Je suis donc, dans la durée, celui qui l'a accompagné le plus longtemps. Et en qui il a confiance quand il a peut-être quelque chose à formuler, à marcher dans Paris pour avoir l'idée d'un prochain livre, prendre une décision importante. Et puis, compte tenu de ma formation et de mon métier, les questions liées au fonctionnement de l'État ne me sont pas étrangères. Oui, parce que vous êtes juriste de formation, il faut le Voilà. rappeler, donc et vous j'ai êtes fait à l'ENA. même de... En plus, j'ai pas ce malheur, mais je pense que c'est une bonne école, moi. Mais j'ai donc fait l'ENA, donc je connais plutôt bien le fonctionnement de l'appareil d'État. D'accord. Alors, on vous voit à maintes reprises dans les images tournées par l'équipe de Quotidien le jour de la perquisition. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des moments plus que tendus. Il y a un moment où tout le monde se souvient de ce passage où vous dites « Ne touchez pas M. Mélenchon » lorsque Jean-Luc Mélenchon est en train de protester très vigoureusement à proximité d'un fonctionnaire de police. Enfin, c'est un gendarme en l'occurrence, je crois. Et donc, il y a un geste et vous baissez la main du gendarme. Voilà, bon. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, il s'en expliquera, mais je crois pouvoir résumer en disant il est le président du groupe parlementaire de la France Insoumise, il a été le candidat à l'élection présidentielle de la France Insoumise. Nous apprenons le matin qu'il y a 19 perquisitions qui se déroulent en même temps, en joignant deux affaires qui n'ont rien à voir, et nous découvrons progressivement que ces perquisitions se déroulent pour le moins, je dirais, sans avoir été préparé, donc sans aucun discernement de la part du parquet et des fonctionnaires de police, de l'OCLIF, donc du service de police, dans lequel il y a aussi des gendarmes qui effectuent cette perquisition. Et je le découvre moi personnellement parce que ils ne m'ont pas trouvé le matin parce qu'ils ignoraient mon domicile. Ils disent même qu'ils n'avaient pas mon numéro de téléphone, ce qui est quand même un peu bizarre quand on commence une perquisition. Et ils finissent par me joindre. Et je leur dis, écoutez, je me rends d'abord chez M. Mélenchon et ensuite je suis prêt à assister à la perquisition des locaux de l'association que je préside, l'Air du Peuple, qui, à l'époque, sous-louait un bureau dans les locaux de la France Insoumise au premier étage. Je précise ça parce que c'est un des sujets d'inquiétude de toute cette affaire. Et lorsque j'arrive, convoqué par téléphone, mais convoqué par un commandant de police, tout d'un coup, se met en place une interdiction de pénétrer dans l'immeuble. Ils prétendent même qu'ils ont mis l'ensemble de l'immeuble sous réquisition, sous perquisition en enquête préliminaire, ce qui est impossible. Ils ne nous montrent pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a forcément eu à connaître du périmètre de cette perquisition. Ils nous disent que personne ne peut entrer et sortir au moment même où il y a des gens qui sortent. Donc nous montons au premier étage. Pendant tout ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon n'est pas là. Et nous essayons de discuter, nous essayons d'avoir un contact avec une autorité, puisque les deux policiers devant la porte sont d'un mutisme absolu, que le commandant de police est resté en bas, je passe mon temps à le chercher à un moment donné, on le voit dans les images. Je vous coupe pour que
le déroulé soit clair. Vous rendez sur place parce que vous êtes convoqué par un commandant de police qui cherche Alors, à vous joindre oui, et qui très envisageait exactement. de perquisitionner à votre Comme ils se domicile. sont trompés dans mon adresse le matin, je n'ai pas été perquisitionné le matin. Donc, ils me joignent au téléphone et je dis, vous allez sans doute perquisitionner les locaux de l'Air du Peuple. Ils me disent, oui, c'est prévu. Je dis, dans ces cas-là, je peux être sur place à 10 heures pour effectuer régulièrement la perquisition. Parce que faut savoir qu'une perquisition, même sous enquête préliminaire, ne peut pas se faire sans un responsable légal d'une association, que ce soit l'association La France Insoumise ou que ce soit l'association l'Air du Peuple. Donc, il y a cette perturbation d'ordre et de contre-ordre que nous ne comprenons pas. J'insiste sur ce point. Vous ne venez pas pour vous opposer à la perquisition, Non, vous venez parce que vous êtes je viens attendu. pour qu'elle se déroule légalement et qu'elle ne soit pas entachée d'une nullité qui frappe toutes les perquisitions qui s'effectuent sans la présence d'un des responsables de la personne morale perquisitionnée. En l'occurrence, l'Air du Peuple, l'association L'Air du Peuple, dont je suis le président depuis fin 2016. Donc ça, c'est pour le contexte qui fait que je suis devant. Jean-Luc, y compris, n'a aucune... on ne lui explique absolument pas pourquoi on lui interdit d'entrer, alors que certains parlementaires sont à l'intérieur et pas d'autres. Qui? Alexis Corbière est à l'intérieur, Hugo Berslanicis est rentré puis sorti. Il y a une espèce de confusion totale et sans qu'à aucun moment, sur le palier, ne vienne parler avec nous un représentant du parquet qui dirige. Il y en avait quand même 3 à l'intérieur. Donc il y a ce climat un peu où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Ça, c'est pour le contexte général. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a aucune explication, se demande aussi, et nous commençons à pousser la porte. Après, mon attitude... Juste une question. Vous n'avez pas la clé Alors, nous n'avons pas la clé parce que nous sonnons, c'est normal, il y a des gens qui gardent, c'est un local politique dans lequel moi j'ai un bureau. Il y a des gens qui gardent et c'est normal, dire, on sonne en bas, on fait le code pour la porte du bas et on sonne à la porte pour pas surprendre ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité du local. On n'a pas besoin d'avoir la clé d'un local où il y a tout le temps du monde. Il faut bien voir ça. Je ne vais pas y travailler à 2 heures du matin seul à faire je ne sais quoi. Ensuite, quand vous dites, et vous avez raison, que par moments je baisse les bras en disant avec une certaine fermeté dans la voix, on ne touche pas à Jean-Luc Mélenchon, ça tient à une autre partie de ma personnalité, parce que avant d'être haut fonctionnaire, comme on dit, j'ai beaucoup été un militant. Et donc, ce que je sais d'expérience, quand vous avez comme ça un attroupement de militants et qu'il y a au milieu la personne du principal dirigeant, si un policier fait mine de l'alpaguer, et c'était pas simplement fait mine, ils ont posé les mains sur Jean-Luc Mélenchon, je savais que plus le contact durait, plus le risque que tout ça parte en vrille existait. Et donc j'ai préféré, mais en toute conscience, et je pense que si c'était à refaire, je le referais, chaque fois qu'un policier mettait les mains sur Jean-Luc Mélenchon, de lui enlever la main en lui disant « on ne touche pas à Jean-Luc Mélenchon ». Donc mon objectif était de sécuriser l'ensemble du déroulement des événements en évitant que des militants puissent penser que Jean-Luc Mélenchon était agressé physiquement par un policier. Dans votre intention, en tout cas. Il ne s'agit pas d'intimider le fonctionnaire de police, il s'agit d'éviter que ça dégénère et que ça ne reste qu'au niveau d'une simple un échange bousculade. De propos vifs. Voilà, et alors, il y a eu bousculade au moment où l'autre porte nous a été ouverte. Mais on voit très bien sur l'image, à un moment donné, il y a un des 2 fonctionnaires de police, je crois que c'est celui qui s'appelle Cubi, qui essaye de passer par derrière et je m'interpose. Et donc là, je le bloque, incontestablement. On peut considérer que je le bloque, mais je le bloque parce que, en plus, tout le monde le sait, Jean-Luc Mélenchon a une oreille qui n'entend pas. Donc, quand il est dans un espace comme ça, où il y a beaucoup de bruit, il a plus de mal. Et donc, je sais que, y compris, je ne veux pas qu'il ait, lui, des réactions violentes. Je suis dans une forme de protection et une forme d'appréciation de la situation avec des fonctionnaires de police dont nous sentons que certains sont manifestent, en tout cas dans la crispation qu'ils ont du visage, une forme de colère qui monte et que je ne veux absolument pas que ça explose. Si le procureur Marini, qui finit par sortir à un moment donné du fond, le substitut, du fond du local, avait dit, et avait pris sur lui de dire « je descends et je parlemente, j'explique ma position juridique » et que j'ai eu avec lui ce débat juridique, de dire « mais attendez, vous êtes en train de perquisitionner un lieu dans lequel j'ai un local, donc vous perquisitionnez mon association, j'ai le droit d'être là », mais on a constaté qu'en fait, et c'est sans doute l'erreur majeure qui a été commise, c'est qu'ils n'avaient pas enquêté avant de faire leur perquisition.
Et donc, ils ont un doute, ils expriment en tout cas sur les PV d'audition après, qu'ils ont un doute sur le fait de la présence d'un local pour l'air du peuple, alors que je suis titulaire d'un bail qui m'a été signé par la France Insoumise, que je paye un loyer régulièrement. C'est une discussion que j'aurais pu avoir avec le substitut du procureur en disant « Mais attendez, votre perquisition, si vous ne me laissez pas rentrer, est nulle et non avenue. En tout cas, elle ne peut pas être invoquée dans le cadre de l'instruction qui aura lieu a posteriori. » Alors, en regardant les images, l'intégralité des images mises en ligne par, par le site quotidien, on a un sentiment un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'il y a une espèce de théâtralisation de votre côté à vous-même et des amis de Jean-Luc Mélenchon, dans l'indignation, parce qu'en même temps, on voit Jean-Luc Mélenchon à certains moments rassurer des policiers, changer de ton. Est-ce que vous faites du cinéma pour diffuser ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette indignation est totalement sincère? Ça, on n'en doute pas, mais est-ce qu'elle n'est pas surjouée? Alors, la théâtralisation, soyons très clairs, elle vient d'abord du parquet. C'est pas nous qui le disons, c'est le président du Sénat, M. Larcher, qui n'est pas vraiment de notre bord politique, qui lui-même, le jour même, réagit en disant « J'ai cru que c'était une perquisition chez des narcotrafiquants. » Quand vous avez 19 de vos proches qui sont 17 de vos proches, puisque les deux, après c'est le comptable qui est moins proche, mais qui est le comptable, c'est fait son métier, qui a été perquisitionné aussi, l'expert comptable, qui sont perquisitionnés, des gens plutôt jeunes, dont on sait qu'il va falloir après faire un peu de cocooning. Et donc nous savons que tout ça va être très perturbant psychologiquement sur des jeunes militants dont nous sommes un peu les grands frères, et pas simplement des dirigeants politiques. Moi en plus, je suis pas un dirigeant politique, je suis un conseiller, comme vous l'avez dit. Mais voilà, on va être obligé de faire les grands frères, c'est très compliqué, et on sent une volonté de le faire, y compris, deuxième erreur majeure, ils le font le jour d'un remaniement ministériel. Alors certes, ils vont nous dire, mais on a préparé ça en avance. C'est vrai, mettre 100 policiers sur le terrain, 4 membres du parquet sur le terrain en même temps, ça prend du temps. Mais toute opération administrative doit être conçue à un moment donné pour ne pas perturber l'ordre public plus que ce qu'elle est censée en résoudre. Or, le vice-procureur Perruot, qui dirigeait l'affaire, savait pertinemment qu'il y avait un remaniement, savait y compris pertinemment qu'avant ce remaniement, c'était le Premier ministre qui était ministre de l'Intérieur par intérim, et il pouvait très bien, à 5h30 du matin, dire « Bon, écoutez, on arrête et on recommence plus tard ». Il n'y avait aucune urgence à le faire. Comment pouvait-il penser que, évidemment, nous réagirions, genre, comme si de rien n'était, en plus le jour d'un remaniement ministériel? On voit à la fin des images donc diffusées par Quotidien, on voit les policiers repartir avec 2 valises à roulettes, 2 documents. Qu'est-ce qu'il y a comme documents? Qu'est-ce que vous avez identifié comme documents emportés par la police? Nous ne le savons pas. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a eu là aussi ordre et contre-ordre. Les représentants du parquet, d'ailleurs pourquoi étaient-ils 2 ou 3 si ce n'était pour perquisitionner l'air du peuple? Parce que si c'était un seul suffit pour la France Insoumise. Donc bien qu'il y avait plusieurs perquisitions en cours au même étage. On le voit bien dans les images à la fin, je crois que c'est le commandant fonctionnel donc qui dirige, qui s'appelle je crois Fondeville, qui essaye, qui dit il y a des scellés, on voit les informaticiens travailler. D'ailleurs, ils ont continué à travailler pendant tout ce temps-là, y compris pendant que les choses se déroulent dans la pièce où nous sommes rentrés. Personne ne les empêche de taper leur PV, de saisie. On voit, ils travaillent. Mais comme le parquetier met fin de manière un peu impromptue, j'ai envie de dire, à la perquisition, à ce moment-là, il n'y a pas de scellé qui a été signé ni par moi, d'abord parce qu'ils disent que moi, soi-disant, je n'avais pas de locaux là, ni par Manuel Bompard, qui est le responsable de la France Insoumise à ce moment-là, administratif et le coordonnateur du mouvement, depuis devenu député européen. Et donc, nous ne savons pas ce qu'il y a dans les scellés. Nous n'avons pas vu la liste, ils ne nous l'ont pas montré, ils sont partis avec. Ça ne sera pas en débat dans le procès. Mais quand même, vous auriez pu identifier ensuite, en regardant simplement les dossiers de la France Insoumise, des manques, des absences, Alors, d'abord, il faut savoir qu'une perquisition, c'est essentiellement des clés USB. Les perquisitions aujourd'hui, quand ils prennent des papiers, c'est franchement pour faire comme dans les séries. Parce que
il suffit de prendre les téléphones portables sur lesquels nous recevons des messages, des mails, etc., et les ordinateurs pour avoir accès à tout. D'autant plus que je vous rappelle que euh, l'enquête se mène sur des comptes de campagne qui ont déjà été déposés à la Commission nationale des comptes de campagne, et qui, par ailleurs, comme ils ont perquisitionné chez notre comptable, ils ont retrouvé chez notre comptable. Donc, ils en ont déjà plusieurs exemplaires. C'est en cela que, là, je reviens sur la question d'avant, la théâtralisation, la volonté d'en faire un spectacle, elle est de leur part, pas de la nôtre. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu trop loin, peut-être, dans la manifestation? Et dans les images, on voit que je sonne, à un moment donné, à la porte. C'est-à-dire que j'essaye de rentrer dans mon local, dont je suis le président, pour lequel je paye un loyer. Et je n'ai aucune réponse des deux policiers. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point qui alimente pas mal de rumeurs? Est-ce que le fichier de la France Insoumise a été saisi par les policiers qui ont perquisitionné? Le fichier de la France Insoumise, il n'est que dans un ordinateur. On les voit faire leur travail. Ils ont vraisemblablement, nous ne le savons pas, nous n'avons pas eu accès aux scellés. Et ils ne sont pas dans l'affaire qui va être jugée le 19 et le 20, ils ne seront que dans le jugement sur les comptes. Par définition, ce sont les scellés que présentera le parquet, peut-être, sauf s'il admet qu'ils sont nuls, et dans ces cas-là, il n'a pas à les mettre, mais je ne vois pas, ils sont arrivés à 8h, ils sont partis à 11h20, 25, 40 minutes, oui, c'est ça, à 11h20, ils ont quand même, pendant 3 heures, pris ce qu'ils avaient copié, ce qu'ils avaient envie de copier. Copier un fichier de 675 000 noms avec nom, prénom, adresse mail, éventuellement téléphone, ça prend quoi, 20 minutes? Pas beaucoup plus. Donc, vous n'excluez pas la possibilité qu'aujourd'hui le parquet ait en sa possession le fichier de l'ensemble des adhérents de la France Insoumise, et le parquet, rappelons-le, dépend directement de la chancellerie, donc alors, il est possible que ce fichier filtre... Alors, j'ose espérer que dès lors que ce sont des scellés, c'est-à-dire que scellé veut dire fermé, c'est dans un sac fermé avec un seau, enfin du scotch, qu'ils les ont remis au juge d'instruction qui a été désigné. Et j'ose espérer que ce juge d'instruction n'a pas ouvert ces scellés pour en faire une copie, pour la donner au ministère de l'Intérieur. Il faut quand même... on passerait, non, mais on peut envisager que... On passerait dans un autre stade. On peut envisager quand même, et je vous pose la question, est-ce que vous l'envisagez, au niveau du parquet, il soit possible qu'une copie ait été faite? C'est pas tellement au niveau du parquet, parce que les scellés, ils sont partis avec les policiers de l'Oclif, le service de police qui avait été mandaté par le parquet pour cette perquisition en enquête préliminaire. Après, les policiers de l'Oclif, ils sont comme tous les policiers. Il y en a sans doute parmi eux qui ont été tentés de faire une copie, pour la remettre peut-être au ministère de l'Intérieur à la DGSI. Je dirais, c'est sans doute ce qu'il y a de moins pire, mais peut-être pour la remettre à d'autres partis politiques avec lesquels ils auraient des liens. Alors, je le disais au début, vous êtes haut fonctionnaire, vous risquez gros dans cette affaire. Je risque gros. Oui, enfin, je risque comme tout le monde. Hein, dire si. Alors, heureusement, dans notre pays, on ne cumule pas les peines. Parce que si on cumulait les peines, si je prenais les articles du Code pénal en pensant que le juge allait avoir la main lourde, et la plus lourde possible, j'arrive à peu près à 50 ans de prison, ce que de toute façon, je ne ferais pas parce que je serais mort avant. Mais notre pays ne cumule pas les peines. Donc, la peine maximale que je risque, c'est 10 ans de prison. 150 000 € d'amende. Et il y a ensuite la question des peines complémentaires, qui sont graduées, interdiction d'exercer une fonction commerciale, toute fonction publique, inéligibilité et privation de droits civiques. Alors, ma situation par rapport à mes amis députés, effectivement, est très différente, puisque voilà, je peux faire l'objet éventuellement d'une sanction disciplinaire, et en cas de condamnation réellement infamante, d'une radiation, en application de, là, je crois que c'est l'article 5 de la loi de 1983, qui est
la loi générale sur les fonctionnaires, quel qu'il soit, le titre 1 du futur code de la fonction publique, disons, et qui dit que les condamnations ne doivent pas être incompatibles avec la dignité de la fonction. Mais ça, j'ai envie de dire, ça sera à mon chef de corps de l'apprécier. Est-ce que vous regrettez votre comportement? Est-ce que vous le Je vous l'ai dit referiez? tout à l'heure, si c'était à refaire, dans les mêmes circonstances, je le referais, et je pense avoir été, contrairement à ce que certaines images démontrent, surtout quand elles sont totalement isolées, comme on le fait dans un générique comme le Morning Glory de Quotidien, il faut bien comprendre que le fait de baisser le bras de quelqu'un, même avec une certaine détermination, il n'y a pas de coup, il n'y a aucun coup, il faut aller en sérieux. Personne, enfin de notre part, personne n'a frappé personne. Le seul qui, à un moment donné, ça s'apparente à un coup, c'est le fonctionnaire de police Bonan, quand il prend par le cou, ce qu'on fait un peu une cravate, deux de nos militants pour le dégager. Ce qui, là, c'est même interdit, même sur un terrain de rugby, on va dire. Donc, dans le cadre d'une intervention policière, encore plus. Est-ce que je réagirais de la même façon? Honnêtement, je pense que oui. En tout cas, sur site. Après, le cocasse de ma situation, c'est que si les policiers avaient fait leur travail préalablement à la perquisition, ils m'auraient perquisitionné à mon domicile, où nous sommes aujourd'hui, et je n'aurais pas été sur les lieux parce qu'ils sont venus l'après-midi même. Pour ça, c'est aussi pour dire que tout ça, il faut relativiser. Je veux dire, Comment ça s'est passé la perquisition chez vous? ah ben ça s'est très bien passé. D'abord, ils ignoraient que j'habitais là, ce qui est quand même assez étonnant de la part des services de police. Vous voulez dire que la police est mal faite dans ce pays? Non, c'est que la police, pour bien faire son travail, devrait enquêter préalablement à une perquisition. C'est un conseil que je donne, même sans être un grand spécialiste de sécurité, parce que je suis plutôt spécialiste des questions de défense. Ils sont entrés, ils se sont assis autour de la table, voilà, qui est une grande table. Ils ont installé 2 ordinateurs. Ils ont été un peu perturbés par mes bibliothèques, puisqu'il y a 125 mètres linéaires de livres à peu près partout dans cet appartement. Ils ignoraient évidemment que j'avais un box, c'est moi qui leur ai indiqué, je leur ai fait un café. Certains ont accepté, d'autres pas. Je reconnais que certains étaient, voilà, position un peu... Ils sont arrivés ici vers 2h15 de l'après-midi, le temps de venir du siège, de déjeuner, enfin voilà, et ça a duré 5h30. La perquisition a duré 5h30. Oui, parce qu'ils ont fait des sondages dans la bibliothèque. Alors, ils m'ont demandé si je pouvais les aider. J'ai dit, bien évidemment, je leur ai désigné et je leur ai sorti des dossiers. Alors, j'ai des choses très anciennes. Hein. J'ai été un des fondateurs des SOS Racistes. J'ai encore des archives de ce temps-là. Donc, je leur ai dit, voilà, là, vous avez tout ce qui est documents. Je n'ai pas tout gardé. Hein. Oh là là. Il faut savoir se fermer les portes et se débarrasser des choses de temps en temps. Je leur ai indiqué les classeurs où je rangeais des choses. Ils ont regardé des choses, ils ont fait des réflexions sur un certain nombre de choses. Voilà, Quoi comme réflexion? de certaines de mes appartenances philosophiques plus discrètes. Ils ont découvert, qui visiblement ne connaissaient pas. Là encore, ils n'avaient pas enquêté. Après, bon, ils ont fait des sondages, ils ont vu qu'il y avait, dans tous les livres qu'ils ont pris là, ou tous les, ceux que vous voyez là, qui sont en fait des catalogues d'art, ils ont regardé, ils ont vu que je cachais pas de papier, donc on est parti ensuite dans mon box, ils ont ouvert des cartons, il y a, comme dans tous les box, c'est pas un box où je mets une voiture, c'est un box, c'est une extension de rangement, on va dire. Ils ont fait des sondages, à un moment donné, ils ont pris 2 cartons, ils ont vu qu'il y avait dedans des boîtes de stylos vides, ça les a interrogés, j'ai dit, bah oui, j'ai une collection de stylos, et un stylo qui n'a pas sa boîte perd 30% de sa valeur. Donc oui, si vous regardez partout, vous allez trouver beaucoup de boîtes de stylos. Voilà, et puis ça s'est bien passé. Il y a eu une petite chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils ils ne se sont pas branchés sur mon téléphone portable. Et donc je leur pose la question à un moment donné, au commandant de police, hein, je passais par le commandant de police, je laissais travailler les agents qui étaient là. Il me dit, ben non, vous en avez changé il y a 15 jours. Voilà, les bras m'en sont un peu tombés, pas tellement sur le coup, je me suis dit, tiens, ils sont très au courant, ça veut donc dire qu'on était sur écoute. Donc j'espère que dans l'autre affaire, nous allons voir l'autorisation judiciaire de nous écouter préalablement à l'enquête judiciaire. Mais s'ils avaient mon téléphone, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de le demander à Manuel Bompard au siège de la France Insoumise? Il y a des contradictions. Et eux, voilà, c'est une contradiction. Ils savaient donc que j'avais changé de téléphone depuis 15 jours, ce qui était vrai. Et ils sont partis avec quoi alors en définitive? Ils sont partis avec uniquement le contenu de mon ordinateur personnel. Et c'est tout? C'est tout. Ils n'ont pas pris de papier. Peut-être 3 feuilles, enfin bon, rien. Dans l'ordinateur portable, ils ont... Vous savez, ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, ils
ils vont rechercher y compris tout ce qui a été effacé. Ils descendent sur le disque dur. Parce que vous savez, quand on efface, en fait, on libère une place de parking, mais il y a la trace de votre passage. Donc quand on perquisitionne un ordinateur, on va chercher le plus profond. Donc ça prend du temps, parce qu'il faut toutes les couches les unes après les autres, c'est un logiciel spécial, enfin bon, ils ont fait leur travail, quoi. Donc, ils ont pris également votre correspondance privée. Ah bah, Ils connaissent toute votre intimité aujourd'hui. Dans mon ordinateur, j'avais des photos. Évidemment, ils ont la trace de tous les sites que j'ai pu consulter dans ma vie. Ils ont effectivement mes correspondances. Enfin, ils ont tout. Quand ils copient un disque dur, ils copient un disque dur. C'est cela aussi, c'est la grande différence entre l'enquête préliminaire et la réquisition judiciaire. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons tout de suite demandé la saisine d'un juge d'instruction, puisque lorsqu'on fait une perquisition en enquête préliminaire, c'est grosso modo, j'ai envie de dire, je vais comparer ça, c'est la pêche électrique à l'électricité, là, contestée actuellement. C'est-à-dire que on ramasse tous les poissons, on ne sait pas ce qu'on va pêcher, on tue tout, et ensuite on trie le poisson pour le vendre. Et là, c'est pareil, on jette un filet immense, et on se dit, bah, on va bien trouver quelque chose. On n'a pas encore fabriqué les chefs d'inculpation. Donc, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on cherche. Alors que quand vous êtes dans une perquisition sur réquisition judiciaire, l'ordonnance du juge d'instruction, s'il est là lui-même, dit, voilà, nous cherchons tel et tel élément, et ils ne prennent à ce moment-là que tel et tel élément. Ce qui vaut pour vous, vaut pour l'ensemble des personnes qui ont été perquisitionnées le même Absolument, jour. je peux vous dire, chez Jean-Luc Mélenchon, il y a eu une scène à un moment drôle, ils ont retrouvé une tablette que Jean-Luc Mélenchon pensait avoir perdue depuis plusieurs années. Et donc, ils l'ont branchée pour remettre du jus dans la batterie et pour pouvoir la perquisitionner. Et on lui dit, mais attendez, j'ai pas touché à ça depuis 5-6 ans. Vous savez, on accumule beaucoup, hélas, hein, du matériel électronique qu'on laisse de côté. Voilà, là, moi, j'ai quelques vieux téléphones, là, ils l'ont pas fait. Mais bon, visiblement, mes téléphones ne les intéressent pas. Mais concrètement, quelle garantie y a-t-il que les éléments aient entré à votre intimité? Imaginons qu'il y a des lettres d'amour, il y a des photos avec les femmes qui je ont vous rappelle traversé que votre le vie. PV, Tout ça termine entre les mains de la police. Il n'y a aucune garantie entre les mains de la police, voire au-delà. Je vous rappelle que le lendemain de la perquisition, ou le surlendemain de la perquisition, le 17 ou le 18 octobre, Mediapart publiait le détail de la perquisition qui avait été effectuée chez Jean-Luc Mélenchon. Depuis un an, nous avons été prévenus de tous les actes par la presse. Il faut savoir que lorsque l'Express... Est-ce que vous avez reçu Moi, j'ai reçu ma convocation. Je suis un des rares à l'avoir reçu sur les 6 qui sont déférés. Ils ne l'ont, à l'heure d'aujourd'hui, pas tous reçu. C'est quand même... Alors après, le parquet nous dit, mais c'est pas nous, c'est les huissiers. Enfin, je l'ai d'abord appris dans la... Je peux même vous dire, il y a des choses assez cocasses. C'est que donc l'Express sort l'info sur son site. Le lendemain, il y a un grand article dans Le Monde. Donc nous apprenons que nous allons être jugés les 19 et 20, enfin que l'audience va avoir lieu le 19 et le 20 septembre, que ça sera la 16e chambre. Tout ça dans la presse. C'est pourquoi? C'est pour préparer l'opinion. C'est quel est l'intérêt avant même que nos convocations ne soient signées? Parce que en ce qui concerne la mienne, elle a été signée le 24. Donc plusieurs jours après la parution dans l'Express et dans Le Monde. Et le 24, alors après, il y a ce qu'on sait du tribunal de Bobigny, mais ça c'est pas leur faute, c'est que ce tribunal est sous-administré, sous-financé, il n'y a pas assez de monde, donc j'imagine que les greffes sont débordées. Ça, c'est des choses que je connais, moi, particulièrement. Et après, ils désignent un huissier pour nous les porter. Est-ce que vous avez été entendu sur les faits? Il y a eu une audition à la direction départementale de la police judiciaire, au Nouveau 36, dans le 17e. Donc vous êtes rendu là-bas, vous avez été entendu par le par commandant. des J'ai été auditionné par un capitaine de police, le commandant Lhomme qui dirigeait cette enquête préliminaire, à la demande du parquet de Bobigny. J'ai venu me voir, ça a été très courtois. Honnêtement, ces auditions-là, en tout cas la mienne, se sont passées de manière beaucoup plus courtoise que celles qui se sont passées à l'Oclif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est vous faire peur, dissuader Jean-Luc Mélenchon, vous-même, son entourage, la France insoumise, c'est affaiblir, discréditer le parti politique. Évidemment, tout ça a d'ailleurs déjà eu des effets, ne le nions pas. Et puis, je n'en sais rien. Après, vous savez, on est le 19 et le 20, nos vies sont dans la main de 3 juges du siège, professionnels.
la correctionnelle, donc c'est des juges professionnels, président de la 16e chambre et 2 assesseurs, bon, qui seront tour de bête. Hein, et c'est eux qui ensuite vont se retirer, vont délibérer et vont juger. Et vous allez vous battre? Juridiquement, bien sûr. Vous n'êtes Parce que quand pas... vous dites battre, il y a un côté combatif. Non, nous allons nous défendre. Venez, vous verrez, ça sera... Ah ben nous y serons, nous y Ça serons. sera un combat judiciaire intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.